Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 10 juin 2026. Quelques jours seulement nous ont éloignés du 24 mai, date de la prise de fonction du président Romuald Wadagni, et déjà les premières actions et les premiers pas de sa gouvernance font objet de grands débats au sein de l'opinion. Les discussions sur les réseaux sociaux et dans les milieux publics tournent essentiellement autour de la politique nationale. Qui pour commenter l'offensive diplomatique du chef de l'État dans la sous-région, qui pour saluer les différentes mesures prises en Conseil des ministres pour soulager producteurs agricoles, parents d'élèves filles et potentiels patients pour les urgences vitales dans les hôpitaux. Eh bien, on se propose ce soir de commenter ces premiers pas du chef de l'État avec Romuald Ndougui. Romuald Ndougui, bonsoir. Bonsoir Wahab Alikwara, bonsoir aux amis téléspectateurs de Vous êtes Canal en face 3. de Georges Anagounou. Georges Anagounou, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir Romuald et bonsoir téléspectateurs. Alors, que dire, je dirais, de ces premiers pas du président Romuald Wadagni? Oui, mais les pas, ils sont nombreux. Les pas, ils sont nombreux, donc vous me posez la question comme ça. Je me suis dit, mais quand même, j'ai tiré une leçon, une conclusion de tout ça, de ces premières démarches, parce que, vous savez, ce qui est difficile en politique, c'est de faire des promesses politiques, et quand vous arrivez au pouvoir, vous tenez à remplir vos engagements vis-à-vis du peuple. C'est très difficile de le faire. Mais nous avions dit aussi dans des commentaires ici et ailleurs que ce qui était bien, c'est que celui qui faisait ces promesses-là, je voudrais parler du projet de société de Romuald Wadagni, celui qui faisait ces promesses-là, c'est celui qui a été notre agentier pendant 10 ans. Donc, comment faire? Est-ce que ce qu'il disait était possible? Est-ce qu'on pouvait le faire? Vous avez commencé par énumérer. Et il avait dit déjà très longtemps qu'il fallait qu'on normalise nos relations avec nos voisins immédiats. Nous en avions parlé de l'accueil avec vous ici. Il avait déjà dit. Et il s'est donné les moyens de pouvoir le faire. Ouais. De pouvoir le faire. Et il est déjà encore. Et moi, je me dis, en fait, donc on pouvait se parler. On pouvait se parler. Il n'y avait pas la guerre, en fait. Il suffisait d'avoir la bonne volonté et on pouvait se parler. Et donc, le président Romuald Wadagni, il parle aux gens. Il parle les gens, peut-être, qui n'espéraient pas qu'il allait les appeler pour dire, moi, je vous rends visite, je viendrai vous voir pour qu'on discute de la coopération sous-régionale. Les gens qui ne pouvaient pas espérer, eh bien, il est allé les voir. D'accord. Il est allé les voir. C'est les pays de l'EAS. Je n'ai pas encore vu un président africain, un autre président, qui ait choisi de parcourir les trois en un temps record. C'est ça. Depuis que l'AES a été créée. D'accord. Donc, aujourd'hui, s'il peut y avoir une percée dans l'AES, on peut peut-être aussi passer par Romuald Wadagni pour percer l'AES. Parce que nous avons besoin de normaliser nos relations. Et quand on quitte ça, puisque vous avez parlé des pas, on dit on en parlera certainement, parce qu'il y a eu les mesures sociales qui ont commencé par, on aurait qu'une promesse de campagne, et on dit souvent que ça n'engage que ceux qui croient. Ceux qui croient. Mais maintenant, je pense que ceux qui croient, ils sont nombreux, ils sont malheureux, ils sont heureux à cause des premiers pas de Romuald Wadagni, une mesure sociale. Et si tu veux, on reviendra là-dessus. On va revenir dessus puisque vous le relevez. Les premiers pas du président Romuald Wadagni sont bien nombreux. Je vais me tourner vers notre Romuald toujours pour parler de Romuald toujours. Romuald, oui, il y a naturellement ces premiers pas que le président de la République a posés depuis, je dirais, sa prise de fonction le 24 mai dernier. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quelles sont les grandes actions, les grands pas posés, n'est-ce pas, qui ont attiré votre attention? Déjà, merci déjà pour la question. Il faut quand même avouer que ce n'est des pas de géants qui ont été posés. Quand on sait que tout de suite, après justement l'investiture, on s'est donné à l'œuvre. On a d'abord mis en place la première machine, donc c'est-à-dire les collaborateurs à la présidence de la République, les membres du gouvernement, et puis un certain nombre donc, de machines, un certain nombre de mécanismes ont été mis en place pour pouvoir actionner les premières actions. C'est important de savoir parce que d'abord, dès le Conseil des ministres inaugural, vous avez la déclinaison en fait de l'agenda de travail. Oui. Et cet agenda de travail qui fait office de ce que donc la tenue du Conseil des ministres mensuellement, le Conseil interministériel, ou du moins les rendez-vous interministériels, un certain nombre. Donc l'agenda a été... Et puis après, le 3 juillet, vous avez eu droit, bien évidemment,
à donc, les premières mesures qui ont été prises suite, bien évidemment, en fait, la loi complétive. Je ne sais pas vraiment si c'est le nom, mais il y a quand même un avenant qui a été ajouté, bien évidemment, au budget qui existait. D'accord, le collectif vous voyez, budgétaire. Exactement, qui a permis aujourd'hui donc de permettre de lancer les mesures sociales aussi. Vous n'oubliez pas. Donc, vous voyez une certaine structuration. Et je voulais dire, vous savez, il y a quelqu'un qui disait qu'il était prêt pour le job. Oui. On voit avec les pas que pose Robert Ouaddaï qu'il était également prêt pour le job. Non seulement ça, il a rompu avec un certain nombre de contingences ou un certain nombre de choses qu'on déplorait par le passé. Georges Anagon l'a rappelé, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Bien évidemment, il nous a montré qu'on peut faire des promesses lors de la campagne électorale et donc, dans un délai de rigueur, les accomplir. Vous avez entendu parler, je me souviens, lors de ce lancement donc, de projet de société, où il parlait des urgences médicales, donc les urgences vitales dont parlent certains. Et là, lorsque vous avez des difficultés et vous êtes à bout de force, vous pouvez peut-être trépasser. Lorsque vous allez dans les hôpitaux, on peut vous soigner et donc il y a une dotation. Avant de vous présenter la facture, alors quel message pensez-vous que le président Romuald Ouaddaï est en train de passer à ses concitoyens à travers ces pas qu'il pose depuis sa prise de fonction? Ah oui, d'abord il faut dire qu'il est en train de démontrer que ce qu'on a promis en politique, pour peu qu'on soit pragmatique, on peut le faire. On peut le faire. Et ça c'est un bon message. C'est un bon message pour l'avenir politique de notre pays, qu'on ne dise plus que quand on promet, on n'y arrive pas, mais on peut retourner à un passé récent. Vous savez, les gens attaquaient le président Talon sur... on attaquait, vous savez, j'aime pas trop mettre sur les autres et tout, on attaquait le président Talon sur ses réformes. Et il a toujours répété que j'avais déjà dit dans mon projet de société que je ferais des réformes. Que je ferais des réformes. Et donc, je suis en train de le faire. Ça aussi, c'était un engagement tenu. Et là, nous savons que l'arrivée de Romuald Ouaddaï s'inscrit dans une certaine continuité par rapport à ce qui se faisait avant, ce à quoi il a participé avant. Donc, ce message d'assurance est un message très fort qui, au fait, va donner confiance aux gens. Va donner confiance aux gens. Et d'ailleurs, je peux peut-être penser que c'est le premier pas qu'il le fait. C'est sur le plan national, mais ça lui donnera de crédibilité sur le plan international. Parce que les gens diront, ah, voilà un monsieur, ce qu'il a dit pendant la campagne, cela veut dire, quand il promet, il le fait. Donc, quand il vient nous voir, il est crédible. Et ce qu'il va promettre, il va le faire. C'est très important. Et là, si vous permettez qu'on tombe sur les mesures, je prends de l'urgence médicale, Romuald en a parlé. J'avais dit sur un plateau que ce que ça nécessitait, cette promesse-là, c'est qu'il fallait alors équiper les hôpitaux. En effet. Il fallait leur donner les moyens. Il fallait acheter les médicaments. Il fallait leur dire les médicaments d'urgence dont ils ont besoin. Il fallait leur donner ça. Donc, la promesse faite, je me disais, mais est-ce qu'on va donner aux hôpitaux les moyens de le faire? Et je ne sais pas, on n'a pas encore fait un mois de gouvernance. Non, c'était le 24, nous sommes le 10 juin. Voilà. Le 10 juin et donc, cette sérénité dans la prise, l'accomplissement de ce qu'on a prévu au cours de la campagne, quelque chose de très nouveau. Et qui peut-être partait de ça. Donc, on a alors trouvé le milliard qu'il faut, je pense, pour les urgences médicales. D'accord. Donc, et on a même dit, on va mettre en place un contrôle pour que lorsque vous allez dans un hôpital pour une urgence, celui qui va vous abandonner, qui va dire il n'y a pas de médicaments, celui-là sera sanctionné. Parce qu'entre-temps... Il s'agit quand même de la vie humaine qui est en danger. Il s'agit de la vie humaine. Et on a annoncé des mesures pour la rentrée prochaine. Je pense que
quelqu'un avait dit ce mandat sera hautement social. Oui. Et peut-être qu'on est en train de rentrer dans On le est- mandat hautement oui. social. Il n'y a pas que le volet, il y a pas que le volet santé, il y a que désormais, n'est-ce pas, sur le plan de l'éducation, n'est-ce pas, les filles ont cette possibilité de bénéficier, je dirais, gratuitement de la scolarité jusqu'au niveau du secondaire. Entre-temps, on s'était limité, je crois, au premier cycle. Désormais, dans le public, c'est jusqu'au second cycle. Ça vous fait quoi? On veut passer quel message, je dirais, à travers ces différentes actions? On voudrait tout simplement passer le message de ce que, lorsque nous nous dotons d'un certain nombre de dispositions, par exemple, il faut pouvoir les honorer. Vous savez, la Constitution béninoise a fait cas de ce que tout homme ou tout être humain ou tout Béninois a besoin d'être instruit. Oui. Tout Béninois a le droit donc d'être instruit. Oui. Tout Béninois a besoin donc d'être bâti, vous voyez, intellectuellement. Et pour cela, il faut un certain nombre d'aménagements. Il faut un certain nombre d'efforts déployés par les gouvernants. Vous voyez des efforts, vous avez bien rappelé qu'on avait déjà connu des efforts consentis par les régimes passés. Aujourd'hui, on est passé donc au second cycle, bien évidemment. Aujourd'hui, parce qu'en réalité, il y a certains de nos compatriotes qui souffrent, qui ont des difficultés à pouvoir débourser 15 000 francs pour pouvoir payer les scolarités de leurs filles. Et en même temps, le message que passe le Bénin, c'est qu'on favorise, qu'on permette quand même, au-delà des hommes, au-delà des garçons, que les filles aient la possibilité de disposer d'un environnement qui leur facilite la tâche de se retrouver dans une école. Parce que, en réalité, si les parents n'ont pas la possibilité de pouvoir donc satisfaire ce besoin-là, c'est-à-dire souscrire, payer la scolarité, ben, la facilité qui est là, c'est que la fille puisse se retrouver dans un mariage qu'elle n'a pas voulu, ou que la fille se retrouve dans les travaux champêtres. Vous voyez, et donc, je crois que... Tout laisser, je dirais, à son propre sort. Et tout à fait. Et donc, je crois que notre État devient de plus en plus responsable au travers de la gouvernance qui se succède, de la gouvernance responsable également que nous avons aujourd'hui. Et donc, c'est pour moi, je trouve qu'il faut pouvoir saluer ces mesures-là quand on sait que aujourd'hui, on est en train de faciliter ou de mettre en place un environnement favorable pour les femmes. Pour que les femmes puissent accéder à des sphères. Et pour que cela soit donc possible, il faut pouvoir encourager les jeunes filles à pouvoir donc s'insérer. D'accord. Alors quand on écoute Romuald Rouvier, on se rend compte que ce détail lié à l'éducation, à la gratuité de la scolarité des filles au niveau du secondaire public, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement aux parents que ça apporte de soulagement, ça devient, je dirais, une chance qu'on multiplie pour les filles, n'est-ce pas, afin que vraiment elles puissent étudier, aller loin dans les études et pourquoi pas prendre part, je dirais, aux instances de prise de décision, comme on a souvent dit qu'elles sont absentes ou rares à ces niveaux-là. Je voudrais juste exagérer un peu pour dire qu'une nation qui veut assurer son développement doit pouvoir éduquer les femmes. C'est ça. Doit pouvoir éduquer les femmes et doit pouvoir instruire ses filles. Et je pense que la décision prise est de pouvoir soulager parce qu'on avait un déséquilibre dans notre société. C'est qu'on n'envoyait pas les filles à l'école et on envoyait les garçons. On envoyait les garçons. Et ça que les hommes ont pris un pas sur les femmes. Donc à un moment donné, il faut venir et rectifier cela. Et c'est ce qu'on a commencé par faire depuis un moment en disant, bon, je pense qu'on avait commencé la gratuité de l'école pour les filles. Est-ce que ce n'est pas depuis le régime d'avant Talon que ça a commencé? Il semble que c'est un truc comme ça. D'abord au niveau du primaire. Voilà, donc c'est un grand projet pour que nous puissions corriger une injustice qui a été faite aux filles parce que, bon, voilà, le papa se dit, bon, une fille, à quoi ça sert? Quelques temps après, bon, mais elle va partir chez son mari. Et vous voyez dans notre société que la fille ne donne pas son nom à l'enfant. La femme ne donne pas son nom à l'enfant. C'est possible aujourd'hui. Oui, bon, enfin, bon, voilà, je suis sociologue. C'est possible aujourd'hui, mais bon, même si la sociologie... Je n'ai pas envie de parler de ce qui est sur papier, je voudrais parler de socialement ce qui est... Et ce qui est pratique, parce que cette loi existe, mais elle n'intervient qu'à des moments, je dirais, exceptionnels. Allons-y. Les enfants qu'on mettait et qui, au niveau de la paternité, il y a des problèmes, on disait une cotie, au fait quoi. Donc voilà, donc ces enfants, enfin, je ne veux pas aller dans ce... Mais
il y a eu une justice sociale Oui. qui a été créée et qu'il faut corriger. chercher à, donc, Équilibrer chercher les choses. à aller plus loin dedans. Je pense que c'est une bonne chose de chercher à aller plus loin dedans. J'ai lu des trucs, j'ai entendu un commentaire sur les réseaux sociaux. Et ici, je voudrais revenir là-dessus pour que nous puissions savoir de quoi nous parlons. Allons-y. J'ai entendu quelqu'un qui a dit les dépenses sur l'éducation de la fille sont plus importantes que ce qu'on est en train de leur offrir là. Oui. Et je me dis, mais je dois dépenser 100 000 Oui. et quelqu'un vient m'offrir 20 000. Oui. Est-ce qu'il ne m'a pas aidé? Même si c'est 1000 francs, on se dit que vous n'avez plus un D'accord. problème de 100 000. Donc, quand on connaît la réalité des parents, Oui. on connaît la réalité de nos villages, il faut aller pour voir que à cause de ces contributions-là, pas seulement les filles, parfois des garçons sont restés à la maison Oui. et ne sont pas allés à l'école. Donc, que l'État prenne ses responsabilités aujourd'hui, parce que en réalité, peut-être que ça peut dépasser le milliard Oui. de l'urgence sanitaire, de l'urgence au niveau de la santé, on ne sait jamais. Oui. Parce que l'année prochaine, ce seraient toutes les filles Toutes les filles qui avec- seront prises en charge jusqu'en terminale. Oui. C'est ce que ça veut C'est dire. ce que ça Et sous-entend. donc, lorsqu'on vous pose jusqu'à ce que vous avez le bac, Oui. vous devenez un homme, Oui. vous devenez une femme, Oui. je voudrais dire un homme grand âge. Oui. D'accord? Donc, il ne faut pas parfois décourager les dirigeants en disant certaines choses. Parce que moi, je pense que pour ce que je sais, rappelez-vous de microcrédit, c'était combien? Oui. C'était 30 000. Oui. Mais vous pouvez pas On a savoir. évolué jusqu'à ce que Oui, aujourd'hui, la cagnotte, oui. on pourrait dire que c'est rien. C'est vrai. Mais ça aidait les femmes. En C'est effet. vrai qu'après, en matière de gestion, mais aujourd'hui, c'est plus organisé, D'accord. c'est plus Oui. gentil. Donc, Est-ce que vous pensez que les Béninois ou les concitoyens, n'est-ce pas, perçoivent la profondeur de ces actions, de ces premiers pas dont nous parlons? C'est vrai, on a parlé des commentaires qu'on lit sur les réseaux sociaux, hein, dans les milieux publics et autres. Est-ce que vous pensez que les Béninois, les concitoyens perçoivent, je dirais, la profondeur ou la portée de ces actions du président de la République? Oui, sans hésiter, je dirais oui, parce que nous avons eu quand même la grâce de pouvoir réaliser des micro-trottoirs à ce sujet. Et quand vous entendez des hommes et des femmes dans la rue, dans les rues de Cotonou, dire que ce sont des mesures qui étaient très attendues et que ces mesures ont été prises aujourd'hui pour pouvoir combler les attentes des populations, que dirons-nous? Bien évidemment, c'est un échantillon, effectivement, mais un échantillon représentatif quand on sait que effectivement, dans nos différentes unités donc scolaires, il y a quand même cette difficulté que rencontre. Attendez, celui qui dit, par exemple, cette mesure apporte quoi fondamentalement, il n'a qu'à aller, donc, à la rentrée prochaine, il n'a qu'à... Non, bon, je ne vais pas dire, malheureusement, on est à la fin d'une année scolaire. La Sinon, rentrée va démarrer bientôt aussi. il aurait pu... Non, il ne peut plus constater. C'est-à-dire, il aurait pu constater que quand il y a par exemple des devoirs, c'est ce moment que le censeur ou le comptable, il choisit pour aller chasser les gens dans les... En effet, pour pouvoir faire un peu de pression sur Et les donc, parents, vous pouvez voir le nombre d'élèves qui rentrent à la maison pour aller retrouver leurs parents parce qu'ils n'ont pas payé les frais de scolarité. Et c'est une solution, selon vous, c'est une Bien solution, évidemment. surtout pour les filles. Et il y a également d'autres qui subissent un certain harcèlement parce qu'ils n'ont pas pu payer donc les frais de scolarité. Ils sont harcelés parce que quelqu'un dit ah non, si tu acceptes, je vais payer les frais de scolarité et tout ça. S'ils avaient elles avaient la possibilité de pouvoir payer ces frais-là, je crois qu'elles subiraient peut-être pas ces genres de manque de respect. Et donc, il y a énormément de choses et je puis vous assurer que les Béninois perçoivent bien évidemment ces mesures qui sont prises. Quel écho vous pensez que cela renvoie chez les concitoyens, Georges? Non, au fait, et Robert venait de le dire, vous savez, tout de suite quand les mesures sont prises, il faut un temps pour les mettre en œuvre. Il faut un temps pour les mettre en œuvre. Et la promesse phare du président Ouaddaï, c'est la réduction de l'extrême pauvreté, si vous vous rappelez. Donc, il faut que ces mesures-là puissent commencer par atteindre ces gens dans les villages, dans les tréfonds de notre pays, et que l'extrême pauvre, celui qui est vraiment pauvre, puisse se dire cette année, je peux envoyer mon enfant à l'école. Vous savez, il faut écouter parfois nos collègues et nos amis femmes. C'est va te dire, depuis ma seconde ou bien depuis ma troisième, j'ai travaillé, j'ai vendu, je vais au marché quand je reviens et tout ça pour pouvoir payer ma scolarité jusqu'à la fin.
Aujourd'hui, si ce n'est que pour la scolarité, elle n'a plus besoin de le faire. Donc, les parents, c'est bien de faire ce travail et dont parlait tout à l'heure Romiade, d'aller interroger les gens. Vous savez, c'est vrai, vous êtes journaliste, j'aime pas souvent que quand vous voulez faire un micro-trottoir, vous puissiez dire à l'intéressé ce qu'il doit dire. Je conteste, je déteste cela. Oui, parce que vous avez le vrai visage. Quand vous ne le faites pas, oui, quand vous ne le faites pas, vous avez le vrai visage de la société. Vous voyez, expliquez à la personne, d'accord, pour dire, voilà, le président de la République a pris une décision. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Oui. Voilà. Le président a pris une décision et voilà ce que signifie la décision. Et qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Là, vous aurez la réponse. C'est ça le professeur des médias fait. C'est ça le professeur des médias fait. Il y a la mesure incitative en ce qui concerne les produits agricoles. Les producteurs agricoles. Oui, on va y revenir. Je vais écouter. Oui, très rapide. On va y revenir. Je vais écouter Romiade Houmbouy sur un autre aspect, l'aspect selon lequel les urgences ou les attentes sont nombreuses. Mais pourquoi le chef de l'État a mis l'accent, je dirais, sur ces premiers éléments que nous avons? Pensez-vous qu'on doit présenter cela comme l'urgence des urgences ou la priorité des priorités? Pourquoi avoir choisi ces éléments clés? Vous savez que l'éducation, c'est le pilier important ou l'un des piliers importants de développement. Parce que sans éducation, on sera véritablement, on aura énormément de problèmes. Vous voyez, si l'éducation n'était pas une chose effective au Bénin, je crois qu'on aurait des problèmes de compétences, on aura des problèmes dans divers domaines. Donc l'éducation, pour un pays qui se veut développer, il faut que ses enfants, ses fils et filles soient éduqués, soient instruits. Et donc, je comprends, bien évidemment, vous voyez que même l'éducation absorbe. Oui. Quand vous prenez, c'est vrai qu'on n'est plus l'éducation nationale, mais vous avez quand même 3 heures d'enseignement. Oui. Nous avons l'enseignement maternel primaire, vous avez donc l'enseignement secondaire technique, vous avez l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et tout ça. Vous voyez combien ça absorbe. Bien évidemment, cela montre tout simplement que c'est important, l'éducation. Et donc, ce secteur, c'est un secteur vital. Quand vous prenez la santé, si vous n'êtes pas en bonne santé, je crois que ce sera difficile d'animer cette émission tous les jours en plus. Dieu nous fait grâce pour qu'on soit là tous les jours. La santé, ça absorbe également de ressources. Allez dans les hôpitaux, allez dans les centres de santé, allez dans les cliniques, vous verrez des Béninois, des hommes et femmes, donc, qui croupissent parce qu'ils ont des difficultés sanitaires. Et donc, ce sont des secteurs vitaux sur lesquels le président Romuald Wadani et son gouvernement ont dit, il faut que nous puissions porter nos premières actions sur ces secteurs. Vous comprenez pourquoi le chef de l'État a priorisé, je dirais, ces différents secteurs. On parle santé, on parle éducation, on parle du monde agricole, on parle relations internationales ou relations sous-régionales. Pourquoi avoir fait, je dirais, l'option sur l'option de ces secteurs? Parce que dans son projet de société, il a détecté des urgences. Il a détecté des urgences. Et ces urgences-là, il s'est dit, tout de suite, il faut que je puisse faire face à ces urgences-là pour soulager les populations. La campagne agricole va commencer bientôt. D'accord? La mesure pour la campagne agricole, c'est de dire, on appelle ça mesure incitative. Si vous produisez plus, vous atteignez tel tonnage, eh bien, vous aurez tel prime en plus. Vous aurez tel moyen en plus. Tout le monde peut le dire. Tu as ton enfant, si tu as telle moyenne, tu as droit à telle chose. Donc, tout le monde peut le dire. Donc, dans le milieu agricole, on en a besoin. On en a besoin parce que nous l'avions souvent toujours dit. Quand vous allez à Agro-Djibé, il y a encore beaucoup de domaines qui restent à Agro-Djibé, à GDIZ. Et les entreprises peuvent encore venir s'installer. Si les entreprises s'installent, c'est qu'il faut effectivement que les gens puissent avoir la matière première, qui sont les produits agricoles, pour pouvoir travailler. Et si on n'amène pas des mesures incitatives pour que les gens puissent produire abondamment, eh bien, ces usines-là ne pourront pas fonctionner. Et quand ces usines fonctionnent, ça fait tourner notre économie en même temps. N'oubliez pas, suivez mon regard, c'est un économiste qui est en train de prendre des décisions. Donc, il sait de quoi il fait. Et comme je le disais, quelqu'un avait dit mandat hautement social. Et je pense qu'avec les premiers pas déjà qui sont faits, on peut penser à un mandat
je ne sais pas si ça route moi, mais un mandat quand même social. En tout cas, qui ne va pas négliger le social. Le social, oui. Et ce serait très important pour la population. Il n'y a pas que les messieurs cravates, les messieurs bureaux, n'est-ce pas, qui sont concernés par les mesures d'accompagnement, les mesures incitatives et autres. Dans le monde agricole, n'est-ce pas, on a promis, quand on a écouté ce relevé du conseil, quand on a consulté, je dois dire, ce relevé du conseil des ministres, il y a, je dirais, de ces produits pour lesquels, quand vous produisez plus, il y a le tonnage qui est fixé, je crois, à 10 francs par kilogramme. Ça permet, n'est-ce pas, d'encourager, en tout cas, d'amener les producteurs à aller. Vous interprétez ça comment? Ah ben, c'est une incitation et c'est un encouragement parce que, par exemple, quand vous dites, et Georges Anagonou fait bien de le signifier, quand vous dites à votre enfant, si tu as 16 de moyenne, voilà, je pourrais quand même te... En fait, la moyenne, c'est 12. Oui. Hein? On attend 12, par exemple. La moyenne, c'est 12. Ce que j'attends de toi, c'est 12. Mais si tu as 16, oui, tu as je t'offre... vélo, tu as une moto, tu as tout ça. En tout cas, on lui propose quelque chose pour qu'il puisse sauter la barre des 12, n'est-ce pas, pour aller, aller là-bas. Je vous dis, d'abord, les enfants sont comme les Béninois, les électeurs béninois. Oui. C'est-à-dire, ils n'oublient jamais les promesses. Oui. C'est-à-dire, l'enfant, il se rappelle tout le temps de la promesse que vous lui avez faite et il double la mise. C'est-à-dire qu'il se donne toutes les ardeurs pour pouvoir quand même atteindre cette 16 de moyenne-là pour que vous puissiez lui donner... C'est-à-dire pour que vous vous sentez obligé, n'est-ce pas, d'honorer votre engagement, d'honorer la promesse. Voilà. Et donc, cette prime exceptionnelle, vous savez, il y avait un certain nombre d'actions qui étaient posées. Vous voyez, on élit souvent, on désigne souvent le meilleur agriculteur, par exemple, producteur de temps. Ce sont des mesures incitatives. Et maintenant, on dit, vous avez de l'argent en plus, c'est-à-dire 10 francs par kilogramme. Vous imaginez, vous avez des tonnes, sur les 700 000 tonnes par exemple, vous avez quand même produit un peu plus quand de... on sait que, bon, je crois... Vous faites fois 10 francs... Ça fait 1000 kilogrammes. Vous imaginez pour un producteur... Et donc, c'est de l'encouragement, une incitation. Et je crois que vous n'oubliez pas que les leviers sur lesquels se base le projet de société de Romuald Wadaï, il y a l'agriculture en premier lieu. Parce qu'on voudrait avoir des pôles de développement. Et ces pôles de développement sont basés, entre autres, sur l'agriculture. Et vous n'oubliez pas qu'il y a 20 000 hectares, par exemple, à Parakou, je crois, dans le nord, qui doivent... ça fait partie quand même de ce projet de société également. Donc, l'agriculture, c'est un secteur important. D'accord, c'est une façon de dire également que les acteurs du monde agricole, on ne les oublie pas. Ils n'ont pas besoin de venir, je dirais, faire les bureaux, de se trouver dans des salles climatisées et autres avant que l'État central ne puisse les prendre en compte ou bien ne puisse penser à eux. Non, en fait, ça fait longtemps qu'ils sont convaincus que, c'était passé. Aujourd'hui, on a même le mouvement inverse. Les grands fermiers aujourd'hui ne sont plus des gens qui sont pas allés à l'école. C'est des agronomes, c'est des gens qui ont travaillé et qui ont trouvé les moyens de s'acheter les fermes. D'ailleurs, aujourd'hui, une réussite sociale dans le monde intellectuel, c'est qu'on va te demander, tu t'apportes de ta retraite, est-ce que tu as déjà une ferme? C'est la question. Il faut préparer ta retraite et la préparation de la retraite, là, c'est comment avoir une ferme. Donc, c'est déjà montrer l'importance de ce travail qu'ils font. Et question pour laquelle on a lutté longtemps, c'est de dire, est-ce que nos parents vont continuer d'utiliser les outils qu'on utilisait avant, la roue, le coup cultivé. On améliorera le revenu des gens lorsque aussi il y aura une vraie mécanisation de l'agriculture. Et je pense qu'on a commencé, mais il faut aller plus loin, pour permettre, moi je connais un ami qui quelque part, lui-même il a le tracteur dans sa ferme, mais il loue ça aussi pour les paysans. Et d'autres veulent utiliser, il loue ça. On devait multiplier de ces genres d'actions pour que la facilité puisque oui c'est vrai, s'ils travaillent plus, ils gagneront plus. Mais s'il faut qu'ils aient les moyens de travailler plus, il faut qu'on leur facilite le travail pour qu'ils puissent travailler plus et pour avoir les moyens. Parce que quelqu'un disait, oui, mais pourquoi ne pas augmenter le prix des produits tout de suite? C'est pas forcément incitatif. Si j'ai l'habitude de produire 10 tonnes et que sans augmentation de prix, et ça me rapporte 100 000, je dis une bêtise, et que le gouvernement améliore les tarifs, les prix, je vais faire toujours les 10 tonnes,
et je vais peut-être avoir 50 000 francs de plus. Donc, je ne produis pas plus en réalité. Mais je gagne. Mais ce dont on a besoin ici, c'est que les gens puissent avoir les moyens de produire plus dans tous les domaines. En réalité, je voudrais dire que... Et là, ce serait votre mot de conclusion. Ah oui, d'accord. Bon, vous ne m'aviez pas dit avant. Oui. Je voudrais quand même, c'est important, c'est vrai, je peux même conclure là-dessus, de dire que nous ne sommes qu'au début du mandat du septennat. Et nous avons déjà des signaux qui nous montrent que nous allons dans le bon sens. Oui. C'est-à-dire qu'on a bien démarré. Enfin, le gouvernement, c'est pas moi, je ne suis pas du gouvernement. Donc, ils ont bien démarré. Ils ont bien démarré, les différents responsables. Et ça peut nous donner espoir pour dire, avec ça, on ira loin. Notre prière, c'est que notre pays puisse faire figure d'exception dans la zone, parce que ce qu'on est en train de faire, on aurait cru que ce n'est pas possible. Mais nous sommes, à un moment donné, le Bénin a conduit et entré dans le monde du possible. On peut faire les choses. Avec ça, on peut aller loin, ensemble, comme on le dit, si on continue tel qu'on a démarré, tel que le gouvernement a démarré. Bon, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais quand vous écoutez Romuald Ouadani, il a dit qu'il va gérer avec rigueur, constance. Parce que si vous démarrez en trompe comme ça, si vous démarrez avec force comme ça, il faut avoir la constance. Il faut maintenir le cap. Bien évidemment, parce que si vous commencez comme ça et vous descendez, ce serait grave. Mais puisqu'il lui-même a dit rigueur, constance. Peut-être la prochaine fois, on va donner 2 milliards. 2 milliards, pourquoi pas? C'est l'agentier qui parle. Bien évidemment. On peut envoyer une dotation pour les journalistes aussi. Oui, d'accord. Ah oui, ce serait bienvenu quand même. Vous avez oublié, vous ne le dites pas souvent, vous les journalistes. On a inauguré la maison, on a rénové la maison des médias. C'est chez vous. On veut qu'on aille loin. Ça, c'est le président Fabrice Talon. Bon, c'est vrai. Il faut le dire. Jean-Jacques Dagonu, merci beaucoup. Romuald, oui, merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion. Et demain, autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.